Maintenant, une pause fraîcheur avec un programme court. En 1945, lorsqu'il fallut tracer la frontière entre les zones d'occupation sur la carte de l'Allemagne, les Alliés demandèrent aux cartographes d'utiliser un crayon à papier, vu le caractère provisoire de cette frontière. Avec la création des deux États allemands, la ligne devint plus nette, mais restait dessinée au crayon. Le tracé de la frontière s'accentua une nouvelle fois, lorsque les deux États furent en droit de proclamer leur souveraineté. Déjà à l'époque, d'un côté comme de l'autre, une même volonté se faisait sentir, celle de tracer la ligne frontalière une fois pour toutes à l'encre indélébile. Mais même l'utilisation d'une gomme neuve, au moment des retouches, ne parvint pas à faire disparaître la ligne frontalière qui, entre-temps, s'était considérablement élargie. Les pressions qui s'étaient exercées à maintes reprises sur le tracé avaient été trop fortes. Même lorsque les restes de graphite du crayon à papier avaient presque totalement disparu, la frontière demeurait visible comme une rainure plus ou moins profonde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Israël est encore à la une ce soir avec le résultat du scrutin et un homme qui est selon toute vraisemblance le vainqueur de ces élections, Netanyahou et la coalition du Likoud. Avec nous ce soir, un expert du Proche-Orient, M. Ghassan Salameh, directeur de recherche au CNRS. Mais le Proche-Orient n'est pas la seule région à connaître un long et difficile processus de paix. Le même scénario se déroule à 2 pas de chez nous, en Irlande du Nord. Et là-bas, c'est un forum qu'il faut élire, au sein duquel seront choisis ensuite les délégués aux négociations multipartites. Notre interlocuteur d'Irlande du Nord sera ce soir John Hume, chef du Parti social-démocrate, le SDLP. Il a mené des négociations secrètes avec l'IRA au début des années 90, ce qui lui a valu des critiques de toutes parts, y compris de son camp, et même des menaces. Mais d'abord, les titres de l'actualité avec en premier l'Irlande. Élection dans le calme en Ulster, ce scrutin permettra de déterminer les participants pour parler avec Londres prévu le 10 juin. Les résultats sont attendus pour vendredi après-midi, mais la complexité du scrutin est telle qu'une faible participation est prévue. Le conflit a des racines anciennes. Au début du XVIIe siècle, les Anglais protestants commencent à coloniser l'Irlande catholique. En 1921, le Sud se prononce pour l'indépendance, mais le nord de l'île refuse. La majorité protestante reste attachée à la couronne d'Angleterre. Les catholiques de l'Ulster ne l'accepteront jamais. 20 000 soldats britanniques et 12 000 policiers ne parviendront pas à enrayer la violence. Londres se résout finalement à négocier, d'abord par des contacts secrets avec l'armée républicaine irlandaise, ensuite au grand jour avec la branche politique de l'IRA, le Sinn Féin. Mais les négociations achoppent sur le désarmement des milices. Périodiquement, la violence refait surface. Les élections d'aujourd'hui sont une étape supplémentaire vers la paix. Encore faut-il que Gerry Adams, leader du Sinn Féin, obtienne de l'IRA la proclamation d'un nouveau cessez-le-feu, condition posée par Londres pour que le Sinn Féin participe aux négociations. Nous avons eu apparemment un petit problème technique. Je devrais être maintenant en liaison avec John Hume du Parti social-démocrate. Est-ce que M. Hume nous entend? Pas de réaction. Donc, dans ce cas, nous allons passer directement au reportage suivant. Participer à des élections, cela concerne autant les électeurs que les candidats. Et là, bien sûr, il y a cette fois du nouveau. Pour la première fois, une coalition de femmes présente une liste, et qui plus est, une liste interconfessionnelle. Au-delà des clivages, des femmes catholiques et protestantes se sont unies pour la paix. Un parti de femmes pour la première fois aux élections en Irlande du Nord, ça a déjà de quoi surprendre. Mais cette coalition féminine rassemble en plus des catholiques et des protestantes.
Les sujets de conflit ne manquent pas et pourraient être cause d'innombrables frictions, mais ce qui intéresse ces femmes, c'est justement tout ce qui les unit et non ce qui les divise. Leur objectif, que les gens s'assoient enfin autour d'une table et discutent. Je travaille en ce moment avec des femmes issues des horizons les plus divers. Je sais que je n'arriverai pas à obtenir leur adhésion sur tout ce que j'attends de ces négociations de paix. Et elles n'arriveront pas non plus à m'imposer tout leur point de vue. L'essentiel, c'est d'arriver à un compromis. Campagne électorale à Tiger Bay, un quartier protestant. Les femmes de la coalition veulent convaincre les habitants de rencontrer des catholiques du quartier voisin. Le parti voudrait voir 2 femmes participer aux négociations de paix qui se tiendront début juin. Un objectif ambitieux, car il faut d'abord qu'il obtienne des sièges au Forum pour la paix. Les femmes n'attendent pas grand-chose du suffrage direct organisé dans les 18 circonscriptions. 31 partis sont en lice. Mais si leur formation arrive parmi les 10 premières, elles obtiendront au moins 2 sièges. Les militantes demandent aux membres d'un parti protestant extrémiste qui fait campagne dans la région où sont leurs épouses. À leur place, leur répond-on. À la maison, elles préparent des sandwichs et du thé. Il s'agit d'une boutade, bien sûr, mais elle en dit long sur l'état d'esprit. La situation des femmes en Irlande du Nord s'est légèrement améliorée au cours de ces dernières années. Elles sont 50% à exercer un emploi, mais elles sont souvent les plus durement touchées par les conséquences de la guerre civile. Beaucoup d'hommes sont en prison ou sont entrés dans la clandestinité quand ils n'ont pas été assassinés. L'engagement des femmes pour la paix en Irlande du Nord ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plus de 20 ans, ce sont elles qui forment le gros des troupes du mouvement pacifiste et elles ont toujours été nombreuses à descendre dans la rue, comme ici en février dernier, à l'expiration du cessez-le-feu. Hélène Bell est aujourd'hui conseillère municipale de Bangor. Elle représente l'un des plus grands partis, l'Alliance, qui s'est donné pour mission de rapprocher les 2 camps. Elle s'est engagée dès le début dans le mouvement pour la paix. Les problèmes sont si terribles qu'il faut une force incroyable. Mais nous avons tant à gagner. Un avenir pour nos jeunes, un avenir pour les enfants à venir. Voilà à quoi nous œuvrons. Un avenir où les jeunes pourront aller sans crainte dans n'importe quel quartier, où ils pourront aller s'amuser où ils veulent le soir, où ils seront sûrs d'avoir une bonne formation, de trouver du travail et de s'en sortir dans la vie. C'est fondamental, bien sûr, mais les femmes ne demandent rien d'autre. Pourtant, toutes les femmes d'Irlande du Nord ne défendent pas la paix. Certaines sont entrées dans la lutte armée, dans les 2 camps. Christine Beatle, candidate du Sinn Féin, a passé 8 ans et demi en prison à la suite d'un attentat à la bombe. La paix, pour elle, c'est aux autres de faire le premier pas. Il faut être réaliste. C'est au gouvernement britannique et au gouvernement d'Irlande du Sud de rétablir la paix dans ce pays. Cette coalition féminine peut bien exiger ce qu'elle veut. Ça m'étonnerait qu'elle arrive à rétablir la paix en quelques semaines. Son fils a été tué par une bombe de l'IRA. Sadie Anthony est restée seule avec sa bru, comme tant d'autres femmes. C'est toujours aux femmes de recoller les pots cassés. Il a bien fallu qu'Anne se débrouille pour élever ses enfants. J'essaie de l'aider comme je peux. Elle n'a personne d'autre. La jeune femme devra désormais élever seule ses enfants avec l'aide de Sadie. Nous allons réitérer notre essai et essayer de voir si nous sommes cette fois en liaison avec John Hume du SDLP. À Derry, non, toujours pas, donc nous poursuivons nos reportages. Et cette fois, on parlera de propagande. Dans le Petit Robert à propagande, il y a marqué « Action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir certaines idées politiques et sociales, à soutenir une politique ou un gouvernement. » Fin de citation. En clair, il s'agit de fausser la réalité, de l'embellir, souvent en recourant à l'histoire. Les catholiques font remonter le conflit d'Irlande du Nord au XVIe siècle, les protestants au XVIIe, l'époque où leur héros, Guillaume d'Orange, a battu sur le champ de bataille Jacques II le catholique. L'événement est commémoré tous les ans par une série de défilés qui inspirent la fierté aux protestants, la crainte ou la colère aux catholiques. Le message est simple, la suprématie de la majorité y est affirmée à coups de grosses caisses. À Belfast, le passé reste vivant. Dans cette boutique de Shankill Road, le mythe se vend bien. Les t-shirts à la gloire de l'Ulster britannique ou des clubs de foot protestants voisinent avec les torchons à l'effigie du roi William.
L'histoire populaire se décline aussi sur les murs, une vision qui télescope dans un même combat le général de 1690, les unionistes des années 20 et les terroristes de Shankill. Côté catholique, les héros sont différents, mais le principe est le même. L'imagerie républicaine rassemble Bobby Sands et les victimes de la famine de la pomme de terre. Ces symboles servent de points de repère tribaux. Ils permettent à quelqu'un qui se déplace dans Belfast de savoir dans quel type de quartier il se trouve. À un camp, de reconnaître le territoire de l'autre. Ce sont des marques tribales, comme on en trouverait dans une jungle. La perspective de la paix n'a pas fait disparaître cet art au premier degré. Les peintures sont soigneusement tenues à jour. Actuellement, les combattants loyalistes ne portent pas d'armes. C'est pour montrer qu'ils ont rangé leurs armes depuis le cessez-le-feu. Mais l'image montre aussi qu'ils sont encore là si on a besoin d'eux. Pendant ce temps, dans un cybercafé du centre de la ville, des jeunes jouent à la guerre virtuelle. L'endroit a ouvert il y a 6 mois, alors que c'était encore la paix. Un signe qu'à Belfast, la vie devenait normale. Lorsque l'IRA a rompu son cessez-le-feu, le café a lancé une page pour la paix. Au début, les appels étaient tellement nombreux qu'ils ont planté l'ordinateur. À l'autre bout de l'île, au siège du Sinn Féin à Dublin, Michael lutte pour la paix à sa manière. Les républicains, avec l'aide des sympathisants américains, se sont mis très tôt sur Internet. Leur page donne la liste de toutes les installations militaires et policières du Nord. Nous sommes un parti qui avons eu beaucoup de problèmes avec la censure. Lorsque l'Internet est arrivé, nous en avons profité pour faire avancer notre lutte. À Belfast, Gusty Spence, un loyaliste qui a fait 18 ans de prison pour le meurtre d'un catholique, est chargé de la contre-attaque. Il reconnaît pour l'instant que la page du Sinn Féin est meilleure que la sienne. Le chef de son parti considère que l'informatique apporte une nouvelle dimension au combat. Avec les catholiques, nous habitons à 50 mètres l'un de l'autre, assez près pour nous jeter des pierres. Mais nous ne nous comprenons pas. C'est bien plus facile de parler par Internet à des Français, des Allemands ou à des Américains. L'intérêt des internautes étrangers est difficile à mesurer. En tout cas, au cybercafé de Belfast, les sites politiques ne font pas vraiment recette. Ça fait à peu près 3 siècles qu'ils disent la même chose. Je ne crois pas que le fait qu'ils le disent sur Internet va changer quoi que ce soit. Je crois que les jeunes d'ici veulent quelque chose de plus que ce que racontent le Sinn Féin, le PUP ou les autres. Mais autour de Shankill Road, où il y a peu d'ordinateurs, on continue à répéter comme l'ont fait les générations précédentes pour faire bonne figure au prochain défilé. John Hume, chef des Sozialdemokraten. John Hume, chef du SDLP. Dernière tentative de m'entretenir avec vous. Vous êtes favorable à une position non violente. Vous étiez contre ces élections. Je reviens donc au sujet d'aujourd'hui, les élections en Irlande. Qu'attendez-vous de ces élections, en fait? Alors, le but de ces élections est d'aller... nous aurions préféré pas d'élections parce que le but des élections, ce sont les négociations entre les partis de notre communauté pour arriver pour la première fois à un accord sur notre système de gouvernement, pour nous donner la stabilité. Mais une élection n'est pas le meilleur moyen d'aller à ça, parce que dans une élection, tous les partis constatent des positions beaucoup plus fermes, et ça rend les négociations plus difficiles. Alors, malgré tout ça, les élections ont lieu aujourd'hui, et le 10 juin, nous allons à la table pour commencer les négociations. Et j'espère que c'est le même... À mon avis, nous avons maintenant une grande opportunité d'arriver pour la première fois à la paix finale en Irlande et pour finir pour toujours les meurtres dans nos rues. Et là, parce que les cessez-le-feu ont créé une atmosphère très positive ici en Irlande du Nord, parce que tout le monde maintenant veut la normalité et la paix.
Monsieur Hume, avant 93, vous avez eu déjà des contacts avec l'IRA à une époque où on était en plein dans les attentats à la bombe. Vous avez donc de bons liens avec eux. Est-ce qu'il y a un espoir ou une tendance qui puisse laisser espérer un cessez-le-feu plus permanent et que l'on puisse envisager la présence du Sinn Féin à la table des négociations? Sinon, ce n'est pas la peine de commencer. Oui, j'espère qu'il y aura un autre cessez-le-feu avant le 10 juin. Et je travaille pour ça. J'ai commencé le dialogue il y a quelques ans avec Sinn Féin, l'aile politique de l'IRA, pour les persuader d'arrêter la violence. Parce que, comme j'ai dit à la fois, si 20 000 soldats britanniques dans nos rues ne peuvent pas arrêter la violence, si j'aurais pu sauver une vie humaine par le dialogue, c'était mon devoir comme politique de le faire. Et le dialogue a réussi. Nous avons eu un cessez-le-feu pendant 18 mois et en Irlande du Nord, presque 2 ans maintenant, parce que la seule violence était la tragédie à Londres. Mais tout ça a changé l'atmosphère et créé une attitude très positive dans la population, dans nos deux traditions. Et c'est le devoir des politiques maintenant, quand nous allons à la table le 10 juin, de traduire ça dans un accord qui nous donne la stabilité permanente. Donc en fait, vous êtes en train de dire qu'il y a quand même un large consensus pour un processus de paix, mais quelle pourrait être la solution politique? Parce que finalement, pour les unionistes, un rattachement à la République d'Irlande est impensable, pour les catholiques, le statu quo est intenable. Alors, à quoi devrait ressembler la solution? Alors, le problème aujourd'hui, c'est le même que dans le passé, il y a 2 identités dans notre communauté. Il y a la population unioniste, beaucoup de protestants qui croient qu'ils sont anglais. Et de notre côté, les catholiques croient qu'ils sont irlandais. Il y a 2 identités. La tâche pour nous n'est pas une victoire pour l'une côté sur l'autre. La tâche est d'arriver à un accord qui respecte la diversité de notre communauté. Et moi, je suis très inspiré par mes expériences à Strasbourg et en Europe, parce que l'Union de l'Europe, pour moi, c'est le meilleur exemple dans l'histoire du monde de la résolution du conflit, quand on pense aux guerres des siècles entre les peuples européens. Mais maintenant, l'Europe est unie. Et les Allemands sont toujours Allemands et les Français sont toujours Français. Et ce qu'ils ont fait, ils ont créé les institutions en Europe qui respectent la diversité, mais qui permettent de travailler ensemble sur la terre commune et de commencer le processus guérissant. Nous devons faire la même chose en Irlande. Créer les institutions qui respectent la diversité de notre population, mais qui nous permet de travailler ensemble sur notre terre très commune, économique, et de commencer le processus guérissant. Et dans 1 ou 2 générations, on va avoir l'évolution d'une nouvelle Irlande, basée sur la diversité et sur l'accord. Alors, est-ce que finalement, on est au-delà des perspectives de conflit? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous persuader que tout va bien finir? Je ne vous ai pas entendu, j'ai entendu l'interprète là. Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous donner courage? Alors, j'ai beaucoup d'espoir au moment, à cause de l'atmosphère dans la population, parce que la population dans nos rues, comme j'ai déjà dit, ont beaucoup d'espoir à cause de le cessez-le-feu et l'atmosphère de normalité. Surtout les jeunes qui, pour la première fois dans leur vie, ceux qui ont moins de 30 ans, ont expérimenté pour la première fois dans leur vie la normalité. Et cela a créé un grand mouvement pour la paix permanente. Est-ce que ça se répercute dans la participation à ces élections aujourd'hui?